Ce soir-là, j'étais à mon appartement. Assis, je tenais les deux barreaux, assis, assis au bord de la terrasse de mon appartement, je tenais les deux barreaux. Il faisait froid et je pouvais sentir le froid, le vent souffler, peut-être comme s'il tournait tout autour de moi, mais pas simplement autour de moi, autour du bâtiment, de l'immeuble entier. Je le sentais tourner autour de l'immeuble entier, comme s'il y avait un courant d'air, fait peut-être à partir de chaque fenêtre ouverte, fait peut-être à partir de chaque grande baie vitrée ouverte, réunies les unes aux autres, laissant passer un courant d'air à l'intérieur de chaque habitation, sortant ensuite par une autre fenêtre, peut-être ouverte de l'autre côté, et l'air s'était forgé comme un trajet. S'était forgé comme un trajet que je pouvais sentir, et moi j'étais là, assis. J'étais là, assis, avoisiné, à côté de ma voisine qui me regardait. Elle était là, assise aussi à sa fenêtre, sur une chaise, avoisinée près d'elle. Elle était là sur sa chaise, sa cigarette dont je pouvais sentir l'odeur de la nicotine. Je la regardais, un petit sourire en coin, des yeux brillants, et elle, une mèche qui cachait ses cheveux, qu'elle rabattait tout le temps. Et un moment, je me suis tourné vers elle, et j'ai dit « Attention à pas vous brûler les cheveux ». Elle m'a regardé et elle m'a dit « Vous inquiétez pas ». Elle est rentrée chez elle, j'ai eu l'impression de la vexer. J'ai eu l'impression que j'avais dit quelque chose qu'il ne faut pas, quelque chose de travers. Et elle a simplement ouvert la fenêtre, elle est rentrée, j'ai entendu des pas. Moi, j'ai suivi ses pas à l'intérieur. J'ai suivi ses pas à l'intérieur, je me suis dit qu'est-ce qu'elle peut bien faire, et tout de suite elle est ressortie, j'ai réentendu la porte se réouvrir, et je suis allé la voir. Elle m'a dit j'ai juste été chercher un élastique. Elle a attaché ses cheveux. Elle m'a demandé ce que je faisais ici, pourquoi j'étais là. J'ai dit que j'avais loué un appartement parce que j'avais quitté une maison où j'avais vécu où j'avais vécu toute mon enfance. Elle m'a regardé, elle a rigolé, et je lui ai dit non, non, c'est la vérité. Elle m'a dit ce genre de truc qui arrive que dans les films. Alors je lui ai expliqué, de A à Z. Je lui ai expliqué. Et elle m'a regardé en me disant passez un peu dans mon appartement. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit venez. J'ai ouvert ma porte. Elle était à sa porte, la main contre la poignée, et elle m'a dit venez, je vais vous offrir un verre et vous allez me raconter. Alors elle m'a servi un verre derrière son bar, les cheveux rabattus. Elle m'a dit et vous venez d'où concrètement? Vraiment? Je lui ai dit que je venais du nord des États-Unis. Et elle m'a dit où plus précisément. Je vais, je vais vous avouer quelque chose, on me l'a jamais dit. Elle m'a regardé et m'a donné un verre de vin. Et à ce moment-là, un verre de vin blanc entre les mains. Je lui ai dit, on me l'a jamais dit. Elle n'avait même pas utilisé de verre à vin, mais des verres, juste des verres à eau. Elle avait mis du vin dedans, je trouvais ça plus original. Je l'ai pris et je pouvais le tenir à deux mains. Et je lui ai dit, on me l'a jamais dit, c'est justement à travers cette maison que j'essaye de savoir d'où je viens. Je suis un peu comme mon propre étranger. Aujourd'hui, je vais y aller, voir ce qu'il en est. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Elle m'a regardé et elle m'a dit qu'elle n'avait rien à faire. Alors, je suis resté chez elle. On a parlé la soirée. Le feu jaillissait dans sa... Le feu jaillissait dans son feu ouvert qu'elle avait fait installer. Je me souvenais du bruit des travaux. C'était insupportable, le bruit des travaux. Le feu jaillissait, et pendant ce temps, moi j'étais assis. Je l'attendais. Elle a pris la bouteille, l'a mise... Elle a pris la bouteille, l'a mise dans un seau avec des glaçons. A, a pris le seau et l'a posé devant moi. La bouteille devant moi. Je lui ai dit, tu veux que je te resserve? Et elle s'est assise et a dit, non, 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 pas maintenant. Elle a déposé un essuie, comme dans les grands restaurants, sur le côté, pour, pour nettoyer quand il y a des gouttes qui s'installent. Pour nettoyer les bords quand il y a des gouttes qui s'installent. Elle le faisait assez souvent, et assez souvent, elle se penchait en avant pour pouvoir nettoyer les gouttes. Et je lui demandais, pourquoi tu fais ça toutes les 5 minutes? À ce moment-là, elle m'a avoué qu'elle avait quelques tics. Elle, assise confortablement, les jambes croisées,
alors que moi j'étais assis plutôt normalement, simplement les jambes au sol et enfoncé dans le fauteuil, légèrement avachi, tandis qu'elle, les jambes croisées, appuyée contre avec son épaule, et elle me disait: Et alors, cette maison, comment est-ce qu'elle est? J'avais juste envie de lui dire: Tu me croiras pas. Et c'est ce que j'ai dit complètement automatiquement. Au moment où je voulais lui dire: Alors, la maison, elle est comme ça, j'ai dit: Tu me croiras pas. Et je me suis rattrapé, et je me suis saisi tout seul, et elle m'a dit: Bah, raconte toujours. J'ai dit: C'est la maison cliché qu'on peut voir dans tous les films d'horreur. À ce moment-là, elle a souri comme si elle voulait me dire: J'en étais sûr, j'en étais persuadé. Mais j'ai continué à lui dire: Alors il y a une grande tourelle sur le côté, genre un peu château comme ça. Sur le côté, il y a un long couloir vide, plein de cadres à l'intérieur. Un papier peint ancien, un peu jaunâtre. Des cadres tout nouveaux qu'on a accrochés. Des cadres tout nouveaux, noirs. Ils sont installés là et en dessous du verre, il y a des photos. La plupart des photos, je les déteste et c'est ce que j'avais affirmé. Juste, c'est ce que j'avais affirmé devant elle et elle m'a regardé. Elle m'a dit: De toute manière, la plupart des photos dans les châteaux sont flippantes. Même dans les auberges qui sont des châteaux, c'est flippant. Elle m'a raconté qu'elle avait été à une auberge, un château qui avait une histoire avec des personnes qui étaient venues, qui avaient colonisé ce château, qui y avaient vraiment vécu, un duc, une princesse, une duchesse, ce genre de titre de noblesse. Et il y avait toutes les photos, avec les anciennes robes, les anciens, les anciens vêtements. C'était terrifiant. Et elle m'en parlait avec humour. J'adorais son cynisme, son sarcasme et son ironie pour certaines choses, à certaines phrases et certains moments, comme si ça sortait naturellement pour elle et que ce n'était pas un problème. J'ai finalement appelé quelqu'un après avoir parlé avec ma voisine longtemps. Je voyais cette maison différemment. J'ai appelé quelqu'un quand sa voiture est arrivée. Quand sa voiture est arrivée, abordant les côtés, les gros murs épais de la demeure, abordant les gros murs épais. J'ai été voir la voiture qui s'est éteinte, les phares éteints dans le noir complet. La voiture ne se distinguait plus, car elle était noire. Il a ouvert la portière, la voiture s'est allumée de l'intérieur, et là je distinguais une silhouette se rapprocher de moi. Il m'a serré la main, et je lui ai serré la main. Il avait la main froide, je lui ai dit bonjour, bien sûr, entrez. Étalant ses papiers juste devant moi sur la table, je lui ai dit: Je vous sers quelque chose? Il y avait un chauffe-eau juste au-dessus, pour la gazinière, et une sorte de cuve d'eau encore au-dessus en métal, et quand j'allumais le vieil évier, cette cuve d'eau se remplissait. On entendait l'eau couler à l'intérieur, remplir et tomber par les tuyaux devant qui tremblaient légèrement, et je lui ai servi un verre d'eau. Il m'a dit: Alors, qu'est-ce que vous comptez faire de cette maison? Je lui ai dit qu'il ne devait pas être là en tant qu'agent, mais simplement en tant que personne qui venait m'aider à en découvrir davantage. Alors je lui ai dit que cette question: que voulez-vous faire de cette maison, était légèrement inappropriée. Je lui ai dit: Vous êtes là pour m'aider à comprendre mon passé, un peu comme un psychologue, quoi. Alors posez une autre question. Il m'a regardé, perplexe, comme s'il se posait des questions sur moi maintenant, comme si j'étais quelqu'un de complètement frappé. Et je lui ai dit: Non, non, pour moi ça va. C'est juste que je ne sais pas comment retrouver mon passé entre ces millions de couloirs, de portes et de bruits incessants. Il m'a aidé, il n'était pas détective ou quoi que ce soit, juste psychologue. Il allait m'aider à pouvoir retrouver mon passé, à déverrouiller certains vieux livres ou certains vieux objets à l'intérieur de la maison. Ce qu'il a fait avec moi, c'est qu'il m'a aidé à déverrouiller certaines portions de la maison, comme déverrouiller certaines parties de mon cerveau qui me donneraient accès à des souvenirs. J'avais l'impression d'être dans ce qu'on appelle une prison mentale, prisonnier de ma propre pensée
Et lui, il marchait, sceptique à tous les couloirs, à tous les coins de couloir et à toutes les portes qu'il entr'ouvrait pour pouvoir voir une chambre avec un rideau qui s'envolait à l'intérieur, rentrant à l'intérieur de la pièce. Fenêtre guillotine légèrement ouverte. Le vent qui tournait autour des draps suspendus au lit baldaquin. Il regardait l'intérieur et chaque fois le même son. Hum, hum. Un son intéressé qu'il faisait en regardant l'intérieur. Comme un agent au final alors qu'il était psychologue et ne devait que m'aider. Comme un agent un peu, il observait la maison, la découvrait avec moi, car lui c'était la première fois qu'il aidait quelqu'un qui était dans ce genre de situation. Impossible à déverrouiller son passé, et on a totalement besoin pour pouvoir savoir qui il est et d'où il vient. Je n'ai pas appelé des personnes qui pouvaient m'aider à retrouver mon passé directement, mère adoptive ou ma mère biologique. Je ne voulais pas avoir ce genre de choc. Je voulais le découvrir par moi-même. Alors j'ai fait appel à un psychologue qui pouvait m'aider à me rappeler. Même des séances d'hypnose étaient parfois organisées la nuit. C'était terrifiant. On se croirait dans une série policière, psychologique ou voire même horrifique. Et il venait près de moi. Il me parlait à voix basse, me disait d'imaginer des décors, le bruit de la pluie ou alors du vent, me disait d'imaginer un environnement chaud ou froid, et ça me plongeait dans un sommeil. J'étais couché et je sentais le cuir contre ma nuque, et en fermant les yeux, je me retrouvais dans cet environnement qu'il m'avait demandé d'imaginer. Parfois je répondais même tout seul. C'était incroyable à quel point il réussissait à me faire parler, à faire parler des souvenirs ou des choses dont je ne me souvenais même pas. On en parlait autour d'un verre d'eau, après, en descendant à la table à manger. À la table de la salle à manger, je déposais quelques petites choses à manger, comme par exemple des petits akouskis, et on parlait autour. Même si je ne comptais pas l'avoir comme convive à manger tard le soir, j'ai apporté des trucs à manger, pour le distraire un petit peu. Alors il me parlait, et il me disait comment il procédait, et ce qu'il pensait de la maison. J'ai pu déverrouiller quelques accès à mes souvenirs, et me souvenir d'un jour dans le jardin où le soleil frappait, et où plus tard la nuit c'était totalement l'inverse. La nuit était tombée, confrontée à un sol complètement sec, à une terre très sèche, et à des plantes qui avaient péri sous la chaleur et les rayons du soleil. Le soir, c'était complètement l'inverse, et je me souvenais des orages que j'entendais faire vibrer les murs, assis sur mon lit, tard le soir quand j'étais petit garçon. Mes cheveux bruns, mes yeux bleus, et mon visage encore rond. Ma silhouette, sous ma couverture, et ma lampe de poche avec le livre que je lisais, à voix basse, avant d'aller dormir. Tous ces souvenirs me réapparaissaient, et petit à petit la maison semblait avoir un sens. Ce n'était pas comme quand elle n'avait pas de sens et que je cherchais tout seul.